mais Magère. à travers que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou Bure ou le Val de Suse, on voit bien que c'est évidemment qu'il y a une préoccupation écologique, mais elle est presque, c'est pas un prétexte, je ne vais pas dire ça, mais les gens qui s'en emparent, on voit bien que ce qu'ils revendiquent, c'est pas uniquement le refus d'un train ou d'un aéroport. Ce qu'ils portent, c'est aussi d'autres désirs de s'organiser, etc. Donc, est-ce que c'est pas l'écologie qui... Est-ce que ça passe pas par l'écologie parce que c'est un des seuls terrains où on a l'impression qu'il y a encore des gens qui sont prêts à s'en emparer au départ et que du coup ça... Parce que finalement, contre quoi on voit bien que les combats là, la thune, c'est tout le monde est pris par un truc de préoccupation financière. Les gens, on a l'impression qu'il n'y a que ce fil-là qui peut encore un peu les réveiller, quoi. Et que finalement, c'est secondaire, cette lutte-là. Non, c'est pas secondaire. Je pense qu'il y a une conscience écologiste qui est montée. Et c'est pas un prétexte. Je pense que c'est vrai qu'il faut combattre les grandes œuvres, par exemple. Et ben, c'est un combat qui est non seulement pour la défense de l'environnement, de l'écologie, des terres humides de Notre-Dame-des-Landes et autres choses, et la vallée de Suse en Italie. Mais c'est aussi dire d'autres choix sont possibles. D'autres choix de société et d'investissement de notre argent, de notre énergie, donc, sont possibles. Hein? Quand vous pensez que Bure, c'est 40-50 milliards d'euros d'investissement pour enfouir des déchets nucléaires qu'on ne sait même pas si dans 10 000, 100 000 ou 1 million d'années ils sont encore actifs, on ne sait pas. Parce que les apprentis sorciers qui ont construit le nucléaire, hein, qui se présentent scientifiques, ils ont produit quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Hein? Et maintenant il faut suivre, hein, pour empêcher des plus gros dégâts. Moi je ne suis pas parano, hein. Je ne suis pas parano, mais c'est sûr que ça fait vraiment peur, le nucléaire. Quand j'ai lu l'autre jour, à Tchernobyl, ils ont dépensé des milliards récemment pour remettre une couche, hein, de béton armé sur le réacteur qui est toujours vivant, et on ne sait pas quoi en faire. Hein. Et dans 20 ans, on va remettre encore des milliards d'euros de béton armé par-dessus, et si on a fini, on ne sait pas, parce qu'ils ne sont pas prêts de fermer le centrale nucléaire. Et c'est aberrant. C'est un choix de société majeur, parce qu'il y a une centrale nucléaire qui explose, mais ça te détruit une région entière d'hommes, de femmes, d'enfants, des lapins et des chèvres. C'est énorme comme problème. Hein. Bon, cette conscience-là me paraît très important, parce que moi, j'ai poussé dans un bain où c'était la question ouvrière, la classe ouvrière qui était au centre de l'attention, parce que c'était les exploités, c'était les pauvres, c'était ceux qu'il fallait défendre. Très juste. Bon, maintenant, ces repères ont été un peu perdus, parce que le capitalisme aussi a fait en sorte que ce soit difficile. Bon, je suis convaincu que les ouvriers n'ont pas disparu, qu'ils sont devenus minoritaires dans les usines, mais qui sont toujours majoritaires dans la société, hein, parce que maintenant, les ouvriers d'usine maintenant qui étaient en Occident jusqu'à il y a 30 ans, maintenant ils sont en Chine, en Indonésie, au Vietnam, d'accord, mais c'est toujours encore la même quantité. En Chine aujourd'hui, il y a 500 millions d'ouvriers, 1,3 milliard, 500 millions. C'est monstrueux. Mais la majorité des Français aujourd'hui, ils sont ouvriers aussi, mais ils ne sont plus dans les usines, ils sont ouvriers manutentionnaires, c'est Amazon, ils sont ouvriers de services, ouvriers dans l'assistance sociale, ouvriers dans l'assistance aux dépendants, aux vieux, etc. Mais tout ça, c'est des emplois de prolétaires, quoi, c'est pas des emplois... bon.
Voilà. Et ça, évidemment, là-dessus, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas un discours politique qui tienne, qui essaie de rassembler tous ces exploités d'aujourd'hui qui se sentent faire partie du même moule, quoi. Et il n'y a pas. Enfin, les groupes gauchistes font des critiques des luttes de population, mais il n'y a pas un discours général qui dise les ouvriers sont toujours là, il faut se défendre, il faut se sentir participer de la même classe, disons, comme on se sentait il y a 30 ans. Peut-être pour conclure, je pense qu'on va bientôt manger, peut-être tu peux, enfin je connais un peu l'histoire, peut-être que tu peux raconter comment tu es arrivé en France, par quel biais particulier. Ah ben moi je suis arrivé en France, moi, quand je me suis barré d'Italie, je suis allé en Amérique latine, d'abord au Brésil, ensuite au Mexique, parce que c'était là qu'on pensait que on pouvait ne pas être chopé déjà, ne pas finir en prison. Et puis Mitterrand à l'été 1981, après avoir été élu, je crois que c'était au mois de septembre-octobre, et il a dit publiquement, influencé par Deleuze et Guattari, pour ne pas faire des noms, et le réseau autour d'eux, et un magistrat qui s'appelait Louis Joannet, qui était bras droit de Ballanter. Ils avaient convaincu Mitterrand de faire une ouverture publique aux militants du groupe armé italien que s'ils venaient en France, ils pouvaient rester en France librement sans finir en prison. Donc Mitterrand a pris une décision de donner pratiquement une amnistie politique aux militants du groupe armé italien, évidemment à condition qu'ils laissent les armes, voilà. Et c'est comme ça que moi je suis arrivé en France. Mais au Mexique, je me suis fait arrêter, arrivé avec mon passeport, c'était prévu. Enfin, j'ai passé une semaine en prison, et puis au bout de semaine, Ballanter a envoyé un télégramme à la prison, libérez-les. Et bon, voilà. J'ai dit aller signer au commissariat pendant 3 mois, et après on m'a lâché les grappins. Et comme moi, 1 millier d'autres. C'était pas mal. 1 millier. À la fin de 82, on était 1 millier. En 82, on faisait des assemblées entre Italiens, réfugiés, on était des 300. Et il y en avait d'autres qui étaient aussi en France, mais qui ne venaient pas. Enfin. Et donc, c'était ce qui a sauvé pas mal de gens, quand même, de la prison ou de la mort, au pire, parce qu'est-ce qu'on aurait fait autrement. Voilà. Et qui a eu un effet d'apaisement du conflit en Italie, c'est sûr. Et donc, sincèrement, bon, je pense que Mitterrand était un homme d'État averti là-dessus, et que, bon, il faut reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. À part l'abolition de la peine de mort, notre accueil, malgré que l'État italien n'était absolument pas d'accord, parce qu'encore aujourd'hui, l'État italien réclame l'extradition des Italiens, 30 ans, 40 ans après. Toi, tu es jamais retourné en Italie? Non, maintenant je peux, oui. Un petit peu maintenant. Oui, j'ai pu bénéficier au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans, j'ai pu bénéficier d'une loi italienne, un peu à la con, quoi, inventée à la fin du XIXe siècle par des juristes italiens qui étaient progressistes à l'époque, libéraux. Et une loi qui disait, une loi d'ailleurs que nos avocats ne connaissaient pas et que des copains ont découvert, une loi qui disait que si vous avez été condamné en contumace sans être présent au procès, c'était mon cas, si vous êtes condamné en contumace au bout du double de la peine que vous avez été administrée, à compter de la date définitive, la condamnation définitive, c'est-à-dire la cour
cassation. D'accord. Et ben, vous pouvez bénéficier de l'effacement de la peine. Enfin, les délits restent, la condamnation reste, mais on ne va pas vous mettre en prison, voilà, simplement. On vous laisse libre. Donc, moi et d'autres dizaines d'Italiens auront pu profiter de ça à partir des années 2000.